Bien, merci Nadège pour l'invitation. Bon, c'est toujours un exercice extrêmement compliqué de faire une synthèse. Exercice même pas compliqué, mais périlleux, compte tenu de tout ce qui a été dit, déjà dit, et de tout ce qui n'a pas été dit, en fait. Parce que cet après-midi, on va avoir aussi des discussions extrêmement importantes. Je voudrais vous présenter, alors je ne sais pas si c'est une synthèse, en tous les cas, c'est quelques points que j'ai essayé de relever au fur et à mesure, donc vraiment rien de véritablement nouveau, mais je voulais mettre en exergue un certain nombre d'éléments qui, me semble-t-il, peuvent contribuer à structurer la discussion de cet après-midi, et puis en tous les cas montrent l'intérêt commun, alors avec des opinions évidemment divergentes, mais c'est ça l'exercice, et c'est aussi tout l'intérêt de la discussion, mais quand même un intérêt commun sur ce processus de justice transitionnelle rapporté aux enjeux de la mémoire et de l'histoire. La question qui était celle du départ, finalement, a été de s'interroger sur le point de savoir si la justice transitionnelle, telle qu'on l'a définie dans nos différentes interventions, était susceptible de travailler sur la décolonisation. La réponse n'est pas évidente du tout, pour toutes les raisons qui ont été évoquées, parce que la justice transitionnelle, par hypothèse, comme on le disait, elle intervenait historiquement dans des situations de conflit, de post-conflit. L'hypothèse mémorielle que l'on a évoquée, que j'ai évoquée ce matin dans la conférence, et puis que Jean-Pierre a reprise, c'est une hypothèse qui est arrivée ensuite un petit peu sur le tard, j'allais dire, dans les séquences de déploiement de la justice transitionnelle. Du coup, la justice transitionnelle peut-elle travailler sur la décolonisation ? La justice transitionnelle peut-elle travailler sur la mémoire ? Et si on réunit les deux, la justice transitionnelle peut-elle juger, je me tourne vers monsieur qui est magistrat, juger, avec tous les guillemets qui vont avec, la décolonisation? C'est un véritable défi, c'est un défi abyssal même, qui est celui de la justice transitionnelle dans cette hypothèse. En tous les cas, ce que je retiens, c'est que au travers des discussions qu'on a eues ce matin et au travers de la table ronde, il émerge une autre forme de justice transitionnelle, effectivement, qui est la justice transitionnelle mémorielle. Et cette justice transitionnelle mémorielle, encore une fois, dans les séquences de construction de la justice transitionnelle, elle n'était pas naturellement destinée à être incluse dans les problématiques de justice transitionnelle. Or, aujourd'hui, ce que l'on observe dans les différents pays, c'est cette demande de mémoire, quels que soient les événements historiques. Et ici, sur le territoire, cette question de justice transitionnelle mémorielle, vous me pardonnerez l'expression, mais je la forge au fur et à mesure, me semble être ici tout à fait déterminante. Au cœur de l'émergence de cette justice transitionnelle mémorielle, c'est l'enjeu de la légitimité. Le terme, il a été employé à plusieurs reprises, implicitement ou explicitement. Il était en filigrane ce matin dans un certain nombre d'observations. Il a été employé dans les discussions. La légitimité pour la justice transitionnelle, c'est quoi ? C'est la crédibilité. Et la crédibilité, c'est quoi ? Je l'ai dit ce matin, on l'a repris tout à l'heure et je le redirai en conclusion, c'est l'enjeu de la sincérité. Légitimité, crédibilité, sincérité, voilà trois termes qui me semblent ici particulièrement structurants de cette justice transitionnelle mémorielle ici potentiellement mise en œuvre peut-être un jour sur le territoire de la Nouvelle-Calédonie. J'insiste sur ces termes parce que vous avez dit, monsieur, tout à l'heure, l'importance des mots. J'ai retenu l'expression de l'importance des mots. Ce matin, on a commencé en tentant de définir les concepts. J'ai dit, si on doit travailler ensemble pendant une journée, encore faut-il qu'on parle le même langage. C'est exactement cette idée de l'importance des mots. Madame la vice-présidente a insisté sur la dimension sémiologique de l'affiche et de la représentation, et je crois qu'on est au cœur de l'importance des mots. Et l'importance des mots, elle m'amène, tout comme mon collègue Jean-Pierre Massias, je ne me départis pas de mes travers d'origine, c'est-à-dire des plans en deux parties. Donc l'importance des mots, elle me ramène à deux observations. D'abord un constat et ensuite des défis. Le constat, c'est celui des mutations, des champs de la justice transitionnelle pour saisir la mémoire. La justice transitionnelle, désormais, saisit la mémoire. Louis Favoreux, doyen d'Aix-en-Provence, et pour le paraphraser, aurait peut-être dit « la mémoire saisie par la justice transitionnelle ». Je pense que ça, c'est quelque chose de relativement nouveau, en tous les cas, et que nos discussions ici ont bien mis en valeur ce matin.
En effet, ce qu'on a constaté, c'est que la justice transitionnelle intervient dans de nombreux champs de la démocratie, mais avec ce phénomène d'extension du domaine de la justice transitionnelle. Là encore, pour paraphraser un auteur bien connu, extension du domaine de la justice transitionnelle. Il y a 10 ans, je vous garantis que je n'aurais pas parié sur cette expression-là. Je ne suis pas sûr que j'aurais pu parler de l'extension du domaine de la justice transitionnelle. Pourquoi est-ce que la justice transitionnelle s'étend? Parce que la justice transitionnelle a pu faire la preuve de son fonctionnement, de son bon fonctionnement. Attention, il ne faut pas l'idéaliser. Jean-Pierre disait ce matin que j'étais peut-être un petit peu plus pessimiste que lui sur les vertus et les dimensions de la justice transitionnelle, mais même si je suis un tout petit peu plus en retrait, je n'en suis pas moins convaincu. Pour autant, il ne faut pas idéaliser, vous l'avez dit tout à l'heure, et Monsieur le Président, vous l'avez rappelé, la justice transitionnelle ne peut pas tout, elle ne résoudra pas tout, mais pourquoi ne pas se donner la chance aussi, à un moment donné, quand on a un instrument qui potentiellement peut être mobilisé. Et pourquoi est-ce que cette justice transitionnelle s'étend? Parce qu'elle sait saisir, elle parvient à saisir les spécificités, et si elle parvient à saisir les spécificités, c'est parce qu'elle repose sur ce principe que j'ai évoqué au départ, qu'a repris Jean-Pierre, et que vous avez bien décrit dans la table ronde, qui est le principe d'adaptabilité, adaptabilité de la justice transitionnelle. Monsieur, encore dans votre témoignage sur le rôle de la justice transitionnelle, j'ai retenu, vous avez dit, une belle expression que j'ai retenue, vous avez dit « on se retrouve ». Et pour moi, adapter, c'est ça, c'est « on se retrouve ». Il faut qu'on se retrouve, quand je dis « on », c'est tous les acteurs, ce qui renvoie à l'inclusivité que j'ai évoquée ce matin. Il faut qu'on se retrouve dans cette justice transitionnelle. Chaque acteur doit pouvoir s'y retrouver en pensant, vous avez dit, aux générations qui suivent. La formule, elle est absolument essentielle, parce que la justice transitionnelle, on la mobilise bien sûr sur la base du passé, mais pas pour le passé, on la mobilise pour l'avenir en réalité. Et la justice transitionnelle, c'est une justice transgénérationnelle aussi. C'est-à-dire que le travail de construction et de déconstruction qui est fait aujourd'hui, c'est un travail qui doit servir pour la construction des générations futures. Et quand vous avez dit ce travail doit se faire en pensant aux générations qui suivent, pour moi, vous avez formulé ici différemment la nécessité des deux piliers que j'ai évoqués tout à l'heure, c'est-à-dire le pilier du droit à la vérité et le pilier des garanties de non-répétition. Parce que quel est l'enjeu pour les générations suivantes? C'est de connaître la vérité et c'est d'éviter que les exactions se reproduisent. Adaptabilité donc, parce que la justice transitionnelle, on l'a dit, implique de déconstruire des mécanismes, elle implique de déconstruire des acquis. On a dit, elle implique une déconstruction systémique, et j'ajouterais même, elle nécessite une déconstruction systématique. Il y a le systémique et le systématique, pour moi, dans la dynamique de la justice transitionnelle. Adaptabilité encore, parce que le droit de la justice transitionnelle doit s'adapter à son objet tout à fait particulier. Monsieur, vous êtes magistrat judiciaire, vous avez dit finalement la justice transitionnelle, c'est pas de la justice, en tous les cas au sens procédural, processuel où on peut l'entendre. Et effectivement, il y a une logique d'adaptation, il y a une logique de dépassement des paradigmes qu'on connaît concernant la construction de la justice. Et donc l'adaptation de la justice transitionnelle à son objet particulier, c'est ici une adaptation extrêmement forte parce qu'on demande à la justice transitionnelle de saisir un objet qui, par essence, lui est ignorant, c'est celui de la décolonisation et celui de la mémoire. Adaptabilité aussi sur le plan temporel, la question des séquences de justice transitionnelle me semble extrêmement importante. On l'a évoqué tout à l'heure. Il y a des justices transitionnelles immédiates, des justices transitionnelles, Jean-Pierre a dit, consécutives, des justices transitionnelles différées, des justices post-transitionnelles. Il y aurait même des justices post-transitionnelles, à mon avis, à partir d'un certain délai, mais tout dépend où on place le curseur. Bref, c'est le post-transitionnel, c'est le moment où la justice transitionnelle rentre dans le mémoriel et doit statuer après un certain temps écoulé. Reste à savoir qui va déterminer le temps écoulé et qui est le gardien du temps, j'allais dire, dans ces processus de justice transitionnelle. En résumé, sur cette première partie, ce que je voulais dire, c'est qu'aujourd'hui, on met en place une forme de justice transitionnelle dont l'objet est effectivement, comme ça a été soulevé par Jean-Pierre Massias, de corriger l'histoire des démocraties, ce qui là encore est assez éloigné de
de l'essence même de la justice transitionnelle, c'est-à-dire, Jean-Pierre rappelait tout à l'heure, de finalement porter un jugement, pas au sens judiciaire du terme, encore une fois, mais porter un jugement, un regard sur les pratiques autoritaires de régimes démocratiques, ce qui est presque un paradoxe dans la mobilisation de l'outil justice transitionnelle. En l'espèce, l'objet, c'est la colonisation, et c'est cet objet qui pose, et c'est ma deuxième partie, des défis. Après le constat, les défis. Et les défis, c'est pour moi l'interrogation des modalités pour juger la violence coloniale. Quelles modalités pour juger la violence coloniale ? Le contexte néo-calédonien nous interroge, mais on a cité depuis ce matin un certain nombre d'expériences, et en réalité, je pense que la richesse de la justice transitionnelle, c'est d'aller observer aussi les expériences autour de nous, éloignées de nous, et d'en tirer un certain nombre d'enseignements, notamment sur ce plan, modalités pour juger la violence coloniale. Cela repose sur plusieurs défis, j'en ai identifié trois types de défis. D'abord, le défi de l'institution à mobiliser, effectivement, dans la mesure où on a un objet spécifique ici de la justice transitionnelle, c'est-à-dire juger de la violence coloniale, est-ce qu'on peut rester sur des institutions classiques, entre guillemets, de la justice transitionnelle, sachant que ces institutions ne sont déjà pas classiques au regard du phénomène judiciaire entendu au sens traditionnel. Alors effectivement, moi je partage l'option de Jean-Pierre, ce n'est pas les juridictions qui peuvent être compétentes ici pour tout un tas de raisons liées aux règles du droit processuel, liées aux règles des procédures, liées aux règles de tous les principes directeurs du procès que l'on connaît, liées aux règles de la peine, liées aux règles de l'individualisation, liées aux règles de la proportionnalité. Bref, tous ces principes-là, ils sont inadaptés à juger l'ampleur du fait colonial. Les tribunaux d'opinion, Jean-Pierre en a parlé, je n'y reviens pas, restent donc une institution privilégiée, encore une fois, la fameuse partie immergée de l'iceberg que j'évoquais ce matin, ce sont ces fameuses commissions vérité et réconciliation, sur lesquelles on fait porter énormément de poids, énormément de responsabilités. Mais c'est vrai que dans les séquences mémorielles, et j'avais cité ce matin 3 exemples mémoriels qu'on a repris, hein, la Roumanie avec la commission sur l'Holocauste, le Canada avec la commission sur les pensionnats indiens, la SIAZ en France. Dans ces problématiques mémorielles, l'institution la plus adaptée, à défaut d'être la meilleure, hein, parce qu'il faut rester modeste dans la mise en œuvre de ces dispositifs, ce sont les commissions vérité. Et je crois qu'en matière de politique mémorielle, notamment dans les champs de la décolonisation, les CVR, Commission Vérité et Réconciliation, Commission Équité et Réconciliation, Commission Justice et Vérité, on les appelle comme on veut, sont peut-être les plus adaptées parce qu'elles sont potentiellement les plus acceptables. Et il faut réfléchir ici sur le degré d'acceptabilité de ces institutions. Vous avez dit tout à l'heure, voilà, on doit être les acteurs du processus. L'inclusivité, elle suppose l'acceptabilité. Si des parties des acteurs n'acceptent pas, alors ce n'est pas la peine de rentrer dans ces processus-là parce que ça ne pourra pas fonctionner. Et effectivement, les expériences que montrait Jean-Pierre Massias ce matin révèlent que les commissions vérité, me semble-t-il, peuvent pleinement intégrer les dimensions autochtones, les problématiques autochtones, les singularités autochtones, bref, prendre en compte les spécificités qui sont des spécificités strictement coloniales. Et de ce point de vue-là, ce sont peut-être ces commissions, ces comités, les institutions qui sont les plus à même de prendre en charge les violences coloniales ou les violences liées à des assimilations forcées. On a encore cité ici l'exemple du Canada. Ça, c'était le premier défi, le défi de l'institution à mobiliser. Le deuxième défi, me semble-t-il, c'est le défi du que juger, quoi juger. Alors, on l'a bien compris, hein, le que juger, le quoi juger, c'est juger la colonisation. Sauf que, on l'a évoqué, on est dans une dialectique. Est-ce qu'on va juger une pratique coloniale spécifique ? Jean-Pierre a dit ce matin, finalement, c'est la porte d'entrée par la fenêtre pour avoir le regard plus global sur la politique coloniale, ou est-ce qu'on renverse le postulat et est-ce qu'on fait rentrer dans le mandat de la Commission le jugement plus général sur le passé colonial ?
Alors ça, c'est le point de départ qui est absolument fondateur du processus de justice transitionnelle qui s'incarnerait ici dans une commission vérité et réconciliation. Le défi du que juger, il faut qu'il soit résolu pour ensuite fondamentalement pouvoir passer à la mise en œuvre. Et ce défi du que juger, en fait, il ne peut appeler qu'un troisième défi qui est celui que j'appelle le défi des points de vigilance. Alors, le défi des points de vigilance, je l'ai, en vous écoutant, décliné en trois. Trois points de vigilance au vu de nos discussions de ce matin. D'abord, le premier point de vigilance, c'est celui qui est lié à la manière de saisir la violence coloniale et donc la complexité, on l'a dit ce matin, de la violence coloniale. On a dit c'est une violence multiforme, violence structurelle, c'est une violence de domination d'un État sur une communauté, c'est une violence culturelle, c'est une violence physique, c'est une violence matérielle. Vous avez fait à plusieurs reprises les uns et les autres référence à ce trauma transgénérationnel qui montre bien qu'effectivement la justice transitionnelle doit se construire pour l'avenir. C'est pour les générations successives et futures, pour ne pas reproduire le mécanisme. Donc, au cœur de ce premier défi, de la complexité de la violence coloniale, c'est le défi de la prise de conscience de la violence coloniale. Et encore une fois, c'est le défi des mots. Alors, M-O-T-S, et le défi des mots, évidemment, M-A-U-X, les deux. Et de ce point de vue-là, les commissions vérité sont certainement l'instrument le plus adapté pour la prise de conscience et pour placer la colonisation et la décolonisation potentielle au centre des interrogations. Cette dialectique-là renvoie, toujours dans le cadre des défis, l'autre défi au titre des points de vigilance, qui est celui de l'écriture plurielle de l'histoire. J'ai beaucoup aimé un point qui a été évoqué. En francophonie, on parle à l'organisation de la francophonie de la langue française en partage. Moi, j'aime beaucoup cette expression, de la langue française en partage. Ce qui veut dire qu'il n'y a pas qu'une langue française, il y a une diversité des langues françaises et une richesse des langues françaises, et chaque culture contribue à générer cette diversité. Et là, vous avez dit, on a l'histoire en partage. Alors, on l'a, cette histoire en partage. De toute façon, elle est là. On l'a en partage, cette histoire. Maintenant, il faut réussir à la saisir. Il faut réussir à saisir cette histoire en partage. Donc c'est l'enjeu, au titre des points de vigilance, de la multiplicité des récits. L'ouverture des archives, à laquelle vous avez fait référence, elle est essentielle. Je me souviens, moi, d'une rencontre qu'on avait eue avec les collègues à Yaoundé sur des assises de la justice transitionnelle, et on avait consacré un tiers de nos rencontres aux archives. Il n'y a pas de politique mémorielle sans archives. Il n'y a pas de reconstruction pour les générations futures sans archives, sans accès aux archives. On le voit dans les discours du chef de l'État, on a eu des discours sur les archives, sur l'accès aux archives, vous y avez fait référence, sur l'ouverture des archives. Je crois que c'est essentiel parce que ça renvoie à une interrogation sur, vous l'avez dit vous-même, à partir du moment où on connaît les archives, où on accède aux archives, sur savoir comment on fait société. C'est-à-dire, j'ai beaucoup aimé les échanges parce qu'ils étaient structurants, sur la reconstruction du lien politique. On reconstruit le lien politique, voire même on le construit, ce lien politique, parce qu'il est détruit. Et pour construire ce lien politique, il faut essayer à un moment donné de rechercher des points d'accord. Et c'est là où on croise toutes les histoires. Parce qu'il n'y a pas qu'une histoire, c'est ce que vous avez montré ce matin. Il y a l'histoire personnelle, il y a l'histoire collective, il y a les histoires en justice transitionnelle des victimes et l'histoire des victimaires, il y a l'histoire officielle, l'histoire non officielle. Bref, derrière tout ça, l'addition de ces histoires va permettre d'arriver peut-être à une vérité historique. Et notre collègue historien, ou étudiant historien, si je reprends sa belle formule, disait finalement... moi, je parle pas, je reprends différemment ce qu'il a dit, mais je ne parle pas de vérité historique, mais j'ai bien aimé ce qu'il a dit. Il a dit la réalité historique tangible. Et bien ça, c'est extrêmement important. Moi, je pense que si on peut glisser de vérité historique à réalité historique tangible, on a déjà un glissement conceptuel qui est tout à fait intéressant. Parce que la réalité historique tangible, elle permet l'approche dialogique qu'on a évoquée tout à l'heure. La vérité historique, elle renvoie à une forme d'unilatéralité, peut-être, dans la construction
construction de cette vérité. Donc là, il y a un dialogue qui s'engage et qui me semble assez intéressant. Donc c'est tout l'enjeu de l'écriture et non pas de la réécriture d'une histoire qui est en commun, d'une histoire partagée, vous avez dit, effectivement. Écriture, histoire plurielle, oui, en tous les cas, histoire partagée, plus que plurielle. Histoire multilatérale, clin d'œil à Magali Besse, dans l'écriture, on peut avoir une perspective multilatérale, effectivement, mais derrière tout ça, pluriel, multilatéral, partagé, dialogique, c'est le fait qu'on va faire cohabiter des discours, on va faire cohabiter des témoignages pour reconstruire cette vérité historique. Et cette vérité historique, elle amène au troisième point de vigilance, qui est celui de l'amnistie. Alors il y a des mots parfois difficiles à prononcer, pour autant il faut, encore une fois, vous avez dit, il faut dire les mots, donc il faut poser les mots, je pense. Celui de l'amnistie est toujours compliqué à prononcer parce qu'il renvoie à cette dialectique vérité historique versus vérité judiciaire, en fait. Et vous l'avez très bien montré ce matin. L'amnistie, je crois que les expériences comparées de justice transitionnelle, elles montrent que l'amnistie peut s'intégrer dans les processus de justice transitionnelle. On ne peut pas partir ab initio en disant justice transitionnelle égale absence de réflexion sur l'amnistie. Je ne dis pas qu'il faut convoquer l'amnistie, mais il faut se poser la question de savoir si et sinon la place de l'amnistie dans les processus. Sierra Leone, Afrique du Sud, je pourrais vous citer une multitude d'exemples sur le continent africain et je pourrais citer facilement une dizaine d'exemples sur le continent latino-américain où la question de l'amnistie s'est posée. Alors, soit pour être intégrée, soit pour être repoussée, parce qu'il faut bien voir que depuis les années 1980, vous savez, il y a eu un droit conventionnel international de l'amnistie qui s'est construit. Aujourd'hui, les amnisties totales, absolues, c'est pas du tout à l'ordre du jour et vous savez qu'il y a un certain nombre de faits, de crimes qui sont évidemment insusceptibles d'amnistie parce que le droit international a saisi la problématique de l'amnistie. Et donc à partir du moment où le droit encadre l'amnistie, ça veut dire aussi qu'on peut avoir des portes de sortie en mobilisant l'outil de l'amnistie, à condition évidemment que l'amnistie, et ça a été dit indirectement tout à l'heure, ne soit évidemment pas synonyme d'amnésie. Parce qu'à ce moment-là, la justice transitionnelle n'a plus aucun sens, le travail sur la vérité historique en a encore moins, et on peut tous terminer là et pas travailler cet après-midi, quoi. Je veux dire, voilà. Mais cette dialectique amnistie-amnésie, elle est fondamentale dans les fameux préalables, dans les fameux prérequis qu'il faut savoir poser quand on va rentrer dans un processus, je crois, de justice transitionnelle. On l'a dit, alors cette problématique, elle a été extrêmement forte sur le continent latino-américain, et donc elle pose la question des lois d'amnistie versus les enquêtes judiciaires. Ça a été dit. Enquête judiciaire annulée, sous couvert d'amnistie. Hop, on met le chapeau là-dessus, circuler, il n'y a plus rien à voir, et ensuite on ne comprend pas. Et ensuite on ne peut pas expliquer. Et ça n'est évidemment pas l'enjeu de la justice transitionnelle. Donc il faut évidemment réfléchir à la manière dont, si l'amnistie devait être convoquée, et de quelle manière, dans un processus de justice transitionnelle, elle ne soit pas un obstacle à l'émergence de la vérité, vous l'avez dit dans la table ronde, et en tous les cas qu'elle n'entrave pas le travail historique et qu'elle n'entrave pas le travail des historiens. Et on retombe ici sur l'ouverture des archives et on retombe sur cette idée de l'amnistie comme levier, le travail historique comme levier de remise en cause de l'amnistie. Et on revient à un concept que j'évoquais, je crois, dans la conférence inaugurale, enfin le thème de présentation, c'est cette idée de justice transitionnelle comme justice transactionnelle en réalité. Et si on garde ça dans l'esprit et à l'esprit, je pense qu'on peut peut-être bien modestement, mais déjà un tout petit peu avancer. Voilà les deux niveaux d'enseignement, moi, que je tire de ce que j'ai entendu ce matin, ce qui m'amène à conclure en reprenant cette question centrale qui a parcouru vos discussions, qui était la construction, la reconstruction du lien politique. Et je voudrais reprendre le terme qui a été utilisé par notre collègue, que j'ai beaucoup apprécié, le nouage du lien politique. Le nouage du lien politique. Ça me semble absolument essentiel parce que l'un d'entre vous a dit s'il n'y a pas ce lien politique, je cite, c'est le passé qui s'évapore. Et encore une fois, là, dans les mots que vous avez évoqués, vous avez formidablement défini en fait le spectre d'action de ce qu'est, en tous les cas, l'esprit de la justice transitionnelle. Parce que le nœud du problème, vous l'avez relevé, on l'avait relevé dès ce matin, c'est cette articulation entre sincérité et politique.
J'avais conclu par là ce matin, j'aurais pu commencer par là. Vous avez repris cette thématique-là, elle est centrale, cette articulation. Sincérité. Vous avez même évoqué loyauté. Oui, effectivement, sincérité et loyauté au regard du politique. Sincérité et politique, ça peut, dans une certaine mesure, et ça doit pouvoir se concilier. En revanche, l'écueil, c'est la politisation. Jean-Pierre Massias l'a rappelé, attention, la justice transitionnelle, elle est politique par nature. L'écueil à éviter, c'est la politisation du processus de justice transitionnelle. Et donc, ça repose sur une réflexion sur les préalables, les prérequis à la justice transitionnelle. Quand vous avez dit, finalement, pour commencer le processus, il faut déjà amorcer la discussion en amont. Il faut s'interroger sur le point de savoir qu'est-ce qu'on peut mettre dans le panier de la justice transitionnelle, qu'est-ce qu'on doit mettre dans la balance de la justice transitionnelle, quel compromis on doit rechercher, comment le dialogue peut-il s'amorcer. Mais finalement, déjà, amorcer un dialogue préalable, c'est déjà rentrer sur le processus de transaction, c'est déjà rentrer sur le processus de médiation, c'est déjà rentrer sur le processus de discussion, et il faut pouvoir le faire, vous avez dit, sans fermeture. Alors j'entends la perception qui est de dire de toute façon, là, on ne peut pas avancer parce que c'est fermé en amont, le processus est fermé. Mais effectivement, cette interrogation sur les prérequis doit se faire sans fermeture préalable. C'est le préalable nécessaire à la démarche de la vérité. Alors, qu'est-ce qu'il faut mettre dans la balance au départ? Est-ce que c'est l'indépendance? Est-ce que c'est la repentance? Est-ce que c'est la réconciliation? Bref, quels sont les premiers balisages du chemin du pardon, pour reprendre les termes que l'on a largement utilisés, et quels sont les premiers balisages, quels sont les premiers points de repère de la voie de réconciliation? En tous les cas, moi, ce que je constate, et le président Chaskalson, qui était président de la Cour constitutionnelle d'Afrique du Sud au lendemain de la transition, disait de la justice constitutionnelle en Afrique du Sud qu'elle était le pont entre le passé et le futur. Moi, je dirais que la justice transitionnelle, dans toutes les expériences dans lesquelles elle est déployée, est le pont entre le passé oppressif et le futur, qui se veut être un futur constructif. Voilà, mesdames, messieurs, les quelques observations rapides sur les discussions de ce matin. Je vous remercie de votre attention.